Alors voilà, Microsoft vient de faire une annonce qui, croyez-moi, est bien plus qu'une simple petite mise à jour. Beaucoup considèrent que c'est un véritable moment charnière dans l'histoire de l'informatique. Un de ces points de bascule qui pourrait complètement redéfinir notre futur technologique. Pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut imaginer un retour en arrière. Pensez à l'aube de l'ère du transistor, au tout premier jour de la Silicon Valley. Eh bien, c'est un moment de cette importance-là qu'on est en train de vivre. Une véritable révolution dont les effets vont se faire sentir absolument partout, de l'IA à la création de nouveaux médicaments. Ok, allez, on plonge dans les détails. D'où sort cette technologie et qu'est-ce qui la rend si spéciale? Elle a un nom, la puce Majoriana. C'est un hommage à Ettore Majoriana, un physicien italien aussi brillant que mystérieux. Un vrai génie de l'époque des grands noms comme Heisenberg ou Fermi, qui a un jour, pouf, disparu sans laisser de traces. Rien que ce nom, ça ajoute une petite touche de mystère à toute cette histoire. Bon, entrons maintenant dans le cœur du sujet. D'un côté, on a la promesse de l'informatique quantique, une puissance de calcul presque inimaginable. Mais de l'autre, il y a un obstacle, un énorme problème fondamental qui a tout freiné jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle est la différence? C'est assez simple en fait. Le bit classique, celui de tous nos ordinateurs, c'est comme un interrupteur. C'est soit allumé, soit éteint, un 0 ou un 1, point. Mais le qubit, c'est une autre paire de manches. Lui peut être 0, 1 et une infinité de valeurs entre les deux, tout ça en même temps. C'est un peu comme un variateur de lumière qui serait à toutes les intensités à la fois. C'est ça le principe de superposition. Et c'est de là que vient cette puissance de calcul complètement dingue, exponentielle. On est d'accord, ça a l'air génial. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà tous des ordinateurs quantiques à la maison? C'est quoi le problème? Et voilà le grand méchant de l'histoire, le bruit quantique. Il faut imaginer que l'univers est un endroit incroyablement bruyant. La moindre petite perturbation, la moindre variation de chaleur, le moindre rayonnement et hop, l'état si précieux du qubit est détruit. Il s'effondre. C'est cette extrême fragilité qui a toujours été le plus grand des défis. Voilà donc le vrai casse-tête. Comment est-ce qu'on peut bien construire quelque chose de fiable avec un composant qui est à la fois surpuissant et d'une fragilité extrême? Comment exploiter cette puissance si l'univers lui-même semble vouloir tout gâcher à chaque instant? Et la solution, figurez-vous, elle est venue d'un domaine assez inattendif. Elle s'inspire directement des principes qui ont permis de créer Internet. Repensons à ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Le problème à l'époque était simple. Si on met toutes les informations importantes au même endroit, ce centre devient une cible super vulnérable. La solution a donc été de distribuer l'information, de la copier sur tout un réseau. Comme ça, si un point du réseau tombe, l'information, elle, survit ailleurs. C'est le principe même de la résilience par la redondance. Et c'est là que ça devient fascinant. Microsoft a pris cette idée, pensée pour un réseau mondial, et l'a appliquée à l'échelle d'une seule et unique particule quantique. C'est un peu comme s'ils avaient réussi à construire un mini-Internet à l'intérieur même d'un qubit. Alors, comment ça marche en pratique? Comment ce principe de distribution a-t-il pu donner naissance à un tout nouveau type de qubit, le qubit dit topologique, un qubit qui est robuste de par sa forme même? Le contraste entre les deux approches est saisissant. Avant, on essayait de protéger un qubit unique par la force brute. On le mettait dans une sorte de bunker, avec une isolation extrême, en refroidissement à l'hélium liquide. C'était très lourd. La nouvelle approche est beaucoup plus élégante. Avec le qubit topologique, l'information n'est plus stockée en un seul point fragile. Non, elle est répartie, étalée entre deux points qui sont liés l'un à l'autre. Et c'est ça le coup de génie. Parce que maintenant, pour corrompre l'information, une petite perturbation aléatoire ne suffit plus du tout. Il faudrait que le bruit quantique frappe les deux extrémités du qubit exactement en même temps. Et la probabilité que ça arrive par pur hasard, elle est quasiment nulle. C'est un peu comme essayer de faire s'effondrer un pont en le secouant des deux côtés en parfaite synchronisation. C'est quasi impossible. Du coup, cette conception unique résout les deux plus gros problèmes d'un seul coup. Premièrement, la stabilité. On a enfin des qubits qui sont naturellement robustes face au bruit. Et deuxièmement, l'évolutivité. On peut enfin pour la première fois envisager d'en fabriquer des millions en série. Et ça, c'était tout simplement impensable il y a encore peu de temps. Bon, la porte est maintenant grande ouverte. Alors, regardons un peu ce qui pourrait nous attendre de l'autre côté. Quelles sont les applications concrètes d'une telle avancée? Avec un ordinateur d'1 million de qubits stables, on entrerait dans une autre dimension. On pourrait simuler des molécules complexes pour créer de nouveaux médicaments ou des matériaux révolutionnaires. On pourrait faire un bond de géant à l'intelligence artificielle. Et oui, on pourrait aussi, en théorie, briser les codes de chiffrement qui protègent aujourd'hui toute la finance mondiale. Les possibilités sont vertigineuses. Pour donner une idée de l'échelle, il y a une image qui frappe l'imagination. On ne compterait plus la puissance en opérations par seconde, mais peut-être en pétaspielberg. C'est-à-dire la capacité de générer en une seule seconde l'intégralité de la filmographie d'un réalisateur comme Spielberg, avec des milliers de variations.
C'est une puissance créatrice quasi divine. En fait, pour bien comprendre, le saut technologique qu'on est en train de vivre est aussi grand que celui qui sépare un métier à tisseux mécanique, une des toutes premières formes de programmation, et le smartphone qu'on a dans la poche. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un changement total de paradigme. Au final, cette percée n'est pas juste une étape de plus. C'est le véritable signal de départ d'une nouvelle ère. Le problème fondamental, celui de la stabilité, semble enfin résolu, ce qui ouvre la voie à une puissance de calcul qui dépasse l'entendement. La question n'est donc plus de savoir si la révolution quantique aura lieu, mais plutôt, maintenant qu'elle est en marche, qu'allons-nous construire avec ?